je crois que c'est aux enseignants de choisir quels outils elles souhaitent utiliser, quelles ressources elles souhaitent utiliser. Donc, je ne me sentais pas à l'aise de contacter, d'approcher les parents pour leur dire découvrez la magie du numérique. C'est pas magique. Nous ne sommes plus à Bruxelles, nous sommes au Québec avec Mélanie Risque. Mélanie, bonjour. Bonjour Mona, vous allez bien? Bien, bien, et vous? Merci. Il est quelle heure en ce moment au Québec? 7h47. On vous a dérangé de si bon matin, nous sommes vraiment désolés. Ça va, c'est un plaisir. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, Mona. Merci, merci beaucoup d'être présente. Donc, Mélanie Risque est CEO de RN Education, entre autres, mais elle va nous expliquer maintenant un petit peu plus qui elle est. Voilà, je vous laisse donc vous présenter pour que nos téléspectateurs, enfin les personnes en direct, pardon, puissent en apprendre plus sur vous. Je vais donc vous partager tout de suite une présentation. Donc, ça va permettre de vous partager mon écran. Vous me dites... Oui. Voilà, ça fonctionne. C'est bon? Parfait. Bon, donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour tous les gens présents pour le temps accordé. Pour vous présenter aussi quelle est la mission de la RN. Et je tiens aussi à souligner l'importance des relations internationales entre le Québec et la Belgique. Et remercier Molène Gay pour cette très belle initiative. Rapidement, je vais faire un rapide survol de mon parcours. Je sais que c'est toujours... des fois un peu long et je vais surtout préciser que je ne suis pas ici pour me présenter, mais pour présenter le pourquoi j'ai été interpellée d'être ici aujourd'hui. Donc, c'est surtout avant tout pour valoriser toutes les associations et les OSBL, les organismes qui travaillent auprès des écoles pour aider les jeunes dans l'apprentissage du numérique. Donc, rapidement, moi, je suis dans le secteur de l'éducation depuis 1998. J'ai travaillé beaucoup dans la mise en marché, la conception de ressources numériques, l'analyse de données, l'utilisation des REN, le déploiement de catalogues de Hachette, FLE, les presses Oxford au Canada. J'ai aussi collaboré avec l'ISTE, qui est l'International Standard Technology in Education. J'ai publié aussi des livres, des briques sur le Java, C++, la programmation. Collaboré aussi en 2000 avec le B2I, qui était à l'époque le brevet informatique et Internet. J'ai en 2010 créé une société canadienne qui est la Boîte à livres Édition. Donc, je me suis toujours positionnée comme un acteur en ressources éducatives numériques, l'approche par canevas ouvert, la pédagogie inversée, la différenciation pédagogique. Donc, ça a toujours été le moteur de la Boîte à livres Édition. J'ai aussi un périodique pour l'éveil à la lecture pour les 3-5 ans, qui est entièrement gratuit, imprimé et numérique. Donc, vraiment, si vous faites une recherche on sème la lecture, c'est un bijou. Et en parallèle, j'ai une division aussi qui s'appelle Tactile IA. Donc, dans Tactile IA, on fait de la conception, création de plateformes LMS. Donc, c'est 100% en white label, donc personnalisé, et hébergé ici au Canada. Okay. Donc, AREN. AREN, c'est un acronyme pour Agence Ressources Éducatives Numériques. Donc, au cours des 20 dernières années, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de marketplace, en fin de compte, qui réunissait tous les EdTech startups de différents pays. Donc, évidemment, ici, on voit que j'ai des appuis de
EdTech France, EdTech Québec, Business France, Cap Digital, les syndicats d'éditeurs, la FINEF. Donc, c'est un catalogue de ressources numériques pour l'éducation en ce moment qui est en langue française et très bientôt anglais et arabe. Okay. Jusqu'ici, tout va bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça fait beaucoup d'informations. Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer. C'est bon. Oui. Et évidemment, bon, je reviens aussi sur le fait des missions. Donc, dans l'AREN, on a un très grand souci de travailler en collaboration, très grand souci de la sécurité des données, des utilisateurs. On est très responsable. Donc, évidemment, toutes les ressources éducatives numériques présentes au catalogue, elles ont quand même un souci d'avoir une valeur éducative qui est très importante. Évidemment, elles sont testées, approuvées avant de les avoir au catalogue et elles sont attribuées selon une spécificité propre au niveau, au cycle scolaire. Donc, on couvre de la maternelle jusqu'au lycée. Et évidemment, donc, tout ça, c'est basé sur une expertise qui est de plus de 20 ans donc, dans le secteur de l'éducation, à l'édition, à la production, à la distribution et au support numérique aussi. Donc, évidemment, ici, pourquoi je reviens sur le fait que c'est important aussi d'avoir des organismes qui puissent, des associations qui puissent être présentes dans les écoles, venir appuyer les enseignants parce qu'évidemment, l'enseignant doit enseigner, l'enseignant anime, l'enseignant doit gérer une classe, c'est beaucoup. Et on demande évidemment à l'enseignant d'utiliser l'outil technologique et des ressources technologiques. Donc, très souvent, c'est énorme, énorme parce que la technologie, ben, c'est pas seulement d'être un usager, mais aussi d'être un acteur. On veut que l'enfant soit acteur. Donc, pour ça, ben, il y a une compréhension du langage, du langage de l'outil. Et c'est pour ça que des appuis, des associations comme Molen Geek qui peuvent venir soutenir les enseignants, soutenir les élèves en classe dans leur démarche d'appropriation, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et c'est ce qui permet vraiment de développer tout un écosystème parce que d'un côté, il y a les créateurs de ressources numériques. Il y a une volonté aussi, une volonté réelle de chaque pays, chaque ministère de l'éducation veut que ses élèves, que la future génération soit compétente avec les outils numériques et je reviens sur le fait de pas seulement des consommateurs ou des jeunes accros aux jeux vidéo. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut que ça se rende dans un cadre de formation, d'éducation. Et ben, évidemment, l'essentiel, c'est vraiment de travailler en équipe pour un plan de continuité pédagogique. C'est essentiel. C'est essentiel. Donc, j'ai fait le tour de ma présentation, Mona, évidemment. Je vous remercie pour le temps ici accordé. Puis, évidemment, je souhaite pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Mélanie. Effectivement, votre présentation était très, très claire. Merci beaucoup de nous avoir partagé
de nous avoir partagé tout ça. C'est vrai que ici en Belgique, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus limité qu'au Québec, mais c'est bien parce que vous mettez beaucoup d'initiatives et vous développez énormément de choses. Et on en saura un petit peu plus aussi dans l'après-midi. Nous allons aussi accueillir d'autres personnes du Québec qui vont aussi parler d'autres initiatives. Et je trouve ça vraiment, vraiment formidable, au fait. On devrait vraiment s'inspirer du modèle québécois. Ben, je vous dirais, je pense il y a deux points ici importants. Peut-être le fait que nous sommes moins. Donc, nous sommes un tout petit pays aussi. Hein. Oui, mais quand même au niveau de la population, comme nous sommes moins, c'est comme le fou du village, on le remarque parce qu'il est dans le village. Donc, dans une grande ville, on remarque moins. Donc, j'espère que mon analogie... Ah, je m'y attendais pas à cette comparaison. mais c'est... Bon, je suis certaine qu'il y a des expressions plus fines. Je la trouverai. Mais du moins, je pense que ça reflète aussi. Donc, il faut faire attention parce que des initiatives, des belles initiatives, il y en a partout, partout, partout. Et c'est pour ça qu'à Rennes représente l'ensemble des EdTech, des startups, parce qu'il y en a partout. Il y a des bijoux partout, partout, partout. La terre est ronde. Les grands principes en éducation sont les mêmes partout. Hein? Donc, évidemment, il y a des différences, mais bon. Ensuite, bon, je vous dirais peut-être ce qui fait une différence un peu au Québec, c'est qu'on est quand même nord-américain, donc il y a peut-être moins la hiérarchie plus forte, plus présente qu'on peut retrouver en Europe ou même en Afrique, où il y a des hiérarchies. Bon, ici, nous, à l'américaine, nord-américaine, c'est un peu à la cow-boy, on tire droit, papa, puis c'est plus facile de parler à un président d'une société directement. On n'est pas obligé de passer par ses assistants et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est ce qui fait que c'est peut-être un peu plus ouvert. Nous, en fait, nous avons beaucoup d'initiatives et de programmes qui se sont développés justement, enfin, des outils, tout ce qui est outils digitaux, tout ce qui est programme éducatif, vraiment, qui se sont vraiment développés après le confinement. On a beaucoup qui sont développés après la pandémie. Et justement, j'aimerais vous poser une question. Au Québec, comment ça s'est passé, au fait, le confinement? Écoutez, c'est une très bonne question. J'ai l'impression que c'est un petit peu le confinement comme un mal de tête. Hein? Donc, il y a autant de confinements qu'il y a de gens. Il y a eu autant d'histoires que de gens. Je ne crois pas que personne n'a pu vivre le confinement de la même façon. Donc, je ne me sentirais pas nécessairement à l'aise de répondre au nom de tout le monde parce qu'il n'y a pas personne qui vivait ou qui ont vécu la situation de la même façon. Parce que j'imagine, par exemple, si je suis une enseignante et que j'ai des enfants, donc j'ai un double fardeau, un double confinement. Donc c'est ça, je pense que c'est assez complexe. J'ai pour ma part, pris une décision, un choix de ne pas surfer sur la vague de la COVID parce que, bon, moi, je m'adresse aux écoles, aux enseignants et je crois que c'est une profession très importante. Je crois que c'est aux enseignants de choisir quels outils elles souhaitent utiliser, quelles ressources elles souhaitent utiliser. Donc, je ne me sentais pas à l'aise de contacter, d'approcher les parents pour leur dire découvrir la magie du numérique. C'est pas magique. De dire ressources,
d'amener du miel quand c'est pas du miel, c'est très grave ce qui est arrivé. La poussière doit retomber et il faut prendre le temps. Et effectivement, est-ce que... Pardon. Non, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Donc, pour revenir à votre question, comment a été vécu le confinement, je pense que c'est vraiment ça a été quand même difficile. Je pense qu'on est résilient. On trouve une façon de... Tout le monde a certainement trouvé sa façon d'être confortable, mais c'est par résilience. Et justement, est-ce que à ce moment-là, vous avez vraiment constaté qu'il y avait une fracture numérique, qu'on n'était pas forcément, qu'on ne connaissait pas forcément tous les outils digitaux et que on avait un petit peu du mal au fait à s'adapter? Est-ce que la pandémie a vraiment été un outil déclencheur, si je peux dire? Tout à fait, tout à fait. C'est évident que c'est comme si tous les gens qui avaient la tête cachée dans le sable, ben ça a créé vraiment un grand dévoilement, évidemment, tous les processus se sont accélérés. Les processus de mise en place et de découverte aussi de ressources numériques. Là, ça, je pense qu'en ce moment, on le voit. Et c'est bien. Après, c'est comme tout. Qu'est-ce qu'on en fait avec? Ça demeure des outils. Et qu'est-ce qu'on veut bâtir avec nos outils? Et pour revenir avec Arène Éducation, quels sont vos futurs plans, vos plans futurs, si je peux dire? Oh! Écoutez, encore, c'est une bonne question. Évidemment, dans les plans futurs, on va annoncer très bientôt que nous allons avoir des ressources éducatives numériques en langue anglaise. Aussi pour septembre en langue arabe. Donc, évidemment, c'est une dynamique d'ouverture dans les autres pays. Donc, plus seulement dans une dynamique de la francophonie, mais de mondialisation, parce que c'est pas Arène qui se mondialise, c'est l'ensemble des systèmes de l'éducation. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, c'est quand même une société qui va grandir, qui grandit très bien. Et donc, évidemment, c'est de voir le projet croître. Alors, on espère bien alors. Alors, peut-être une dernière question, et là, ce serait plutôt donc pour vous, pour votre vision. Comment voyez-vous, au fait, l'enseignement dans le monde numérique, surtout dans les années à venir? J'espère, ça fait déjà 15 ans que je le dis, j'espère vivre assez bien pour voir l'arrivée des hologrammes en classe. Moi aussi. J'y crois beaucoup. Ensuite, je pense qu'il faut... il y a toujours le parallèle aussi. Moi, je crois beaucoup au slow learning. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'équipements, beaucoup de technologie, d'être hyper puissant. Je pense que c'est pas le but. De toute façon, l'élève doit passer un nombre de jours à l'école. L'enseignant, de toute façon, comme je vous disais au début, l'enseignant enseigne, anime, gère une classe. Donc,
on ne peut pas aller plus vite non plus que l'humain, hein, que l'individu. Puis l'enfant doit... Il faut donner le temps pour apprendre. Hein? Oui. Effectivement, effectivement. Merci beaucoup, Mélanie. Je ne sais pas si vous avez un petit dernier truc à rajouter alors à notre discussion. Une fois de plus, Mona, je vous remercie infiniment pour cette belle rencontre. Je remercie aussi Molène Geek, le ministère des Relations internationales du Québec pour cette belle initiative, ce bel événement. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrais être présente en Belgique avec vous, Mona. Oh, ce serait un plaisir. Ce serait vraiment un plaisir de vous avoir ici, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et on espère vraiment vous voir donc l'année prochaine et cette fois-ci en présentiel à Bruxelles. Comme ça, il n'y a pas de décalage horaire et on ne vous dérange pas le matin. Ça va, c'est un plaisir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, restez avec nous parce que maintenant, nous allons retrouver Nicolas Roland qui va nous faire donc une présentation du « Comment enseignerons-nous demain ?» Donc, restez avec nous. À tout de suite.